childish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans mon émission Voyage de l'âme en terre humaine. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver. J'espère que voilà votre nouvelle année débute bien, je le souhaite du fond du cœur. Et ce soir, nous allons échanger avec une invitée de marque, je dirais, parce qu'elle est vraiment reconnue médiatiquement, et de par sa clairvoyance, de par ses prédictions. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est son parcours. Autre que le parcours de médium, elle a plein de cordes à son arc et elle nous en parlera certainement. Mais surtout, Annabelle de Villedieu a un parcours de vie qui lui fait prendre conscience très jeune et très tôt que chaque expérience rencontrée, traversée, en fait, représente un sens pour son évolution d'âme. Donc, ce qui est tout à fait en rapport avec le thème de cette émission. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'explorer certains sujets autour de cette évolution d'âme à partir de la perception et de l'expérience d'Annabelle de Villedieu que nous allons accueillir maintenant. Annabelle, bonjour et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, ravie d'être là avec toi ce soir. C'est un plaisir que de t'accueillir. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, c'est quand j'ai vu ton livre qui s'appelle Naître médium aux éditions Animae, et puis que j'ai commencé à lire ton parcours, je me suis dit, waouh, quelle femme, quelle expérience. Bon, tu nous parleras de ce dont tu as envie de nous parler, mais ma première question, parce que tu arrives très très vite dans le livre avec ça, et tu dis, en fait, si on parle d'âme, on parle de spiritualité, tu dis, l'âme a choisi de s'incarner dans tel endroit, telle famille, tel lieu, en sachant que c'est incroyable que tu dis ça parce que tu as une vie qui débute dans une famille que tu nommes toxique, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Alors, comment tu en arrives finalement à te dire ça malgré ce début d'expérience de vie qui est compliqué? Bien, en fait, oui, moi je pense qu'on arrive avec des contrats d'âme en fait, et je pense que l'âme, sa quête finalement, c'est d'évoluer, de grandir, de transcender, de transmuter, d'être dans cette évolution spirituelle. Ce qui n'est pas le cas de la personnalité, qui est toujours finalement dans une quête de reconnaissance, d'attente, de pouvoir, de voilà. Et en fait, moi, quand j'étais enfant, c'est vrai que je suis arrivée dans un milieu assez strict, avec une éducation catholique, dans un univers avec une ambiance enfin aristocratique, donc il y avait beaucoup de principes. Et moi déjà toute petite, j'avais cette connexion d'un comment dire? J'étais reliée à autre chose et je le ressentais dans mon être, en fait, intrinsèquement parlant. Et par exemple, la réincarnation, ça a toujours été une vérité. C'est-à-dire depuis que je suis enfant, pour moi, la réincarnation, c'était quelque chose qui faisait partie de moi et je ne savais même pas pourquoi. Et j'ai eu très jeune d'ailleurs cette connexion aussi avec la nature, avec les animaux, avec, tout ce qui m'entourait parce que j'étais dans cette reliance pour moi des éléments. Alors après j'ai compris quand j'ai été vers la voie, chamanique qui m'a appelée parce que je pense qu'on ne choisit pas la voie chamanique, c'est une voie qui, à un moment donné, vient nous chercher. Mais oui, et en fait, voilà, parce que justement, il y a l'âme et la personnalité. Et très jeune, j'avais déjà cette espèce de conscience ouverte, voilà. Et je pense qu'il y a des êtres comme ça qui arrivent sur cette terre avec aussi des missions d'âme, de choix, d'être aussi des éveilleurs de conscience et d'essayer d'apporter un peu d'ouverture à cette humanité qui en a bien besoin, je dirais, surtout aujourd'hui, voilà, parce que je pense que on est un peu, alors on va aller dans une transformation, une transmutation parce qu'on ne peut pas rester dans ce niveau-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la conscience pour moi n'est pas très élevée quand on voit comment finalement on considère la vie, comment on considère les animaux, à quel point on est dans la rentabilité de tout et pour moi c'est de l'ordre de l'insupportable. Même quand je vois la souffrance animale, c'est physique, c'est dans mon corps, c'est dans ma chair, ça me fait mal en fait, hein. Et Gandhi disait d'ailleurs qu'on voyait l'évolution de la conscience de l'humanité en fonction de la façon dont on respectait ou pas les animaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à réfléchir sur tout ça. Et de toute façon,
pour moi, il y a quelque chose qui va basculer forcément parce qu'on ne peut pas dépasser un certain point de non-conscience et je pense qu'il y a une grande conscience universelle qui, à un moment donné, voilà, ne permettra pas d'aller, plus loin, voilà, que dans cette énergie de vouloir tout maîtriser, dominer, et là, quand on voit même l'évolution, je dirais en l'espace de 60 ans, c'est énorme, c'est énorme. Moi, j'ai connu les téléphones avec les cadrans et des cabines téléphoniques et quand on voit que là, on parle de l'IA, enfin voilà, mais je pense que tout ça, pour moi, à un moment donné, il y aura une limite finalement à tout cela et il y aura un basculement. Et je pense qu'on est dans ce basculement d'ailleurs. On y arrive là, on y arrive hein, sur les années qui sont proches. Là, on arrive vraiment sur un basculement parce que aussi on est relié, même si on n'a pas cette conscience-là, on est relié à la terre, on est relié aux éléments, on est relié à toute forme de vie. On vient de cette unité quelque part, de cet être unicellulaire et tout est interdépendant. Et le fait de ne pas respecter la nature, l'environnement, on ne pourra jamais maîtriser les éléments ni la nature. Donc elle reprendra forcément, à un moment donné, ce pouvoir qu'elle a de la vie, enfin je dirais finalement la force de vie reprendra son pouvoir. Mmh. Alors, c'est vrai que tu évolues dans une famille qui impose pas mal de choses et qui aussi amène une forme de toxicité. Si on élargit un petit peu à ce qui se passe en ce moment, ce dont on commençait juste à aborder un peu en off avant, on est quand même dans des schémas de fonctionnement très dominateurs, hein, finalement. Et comment toi tu as fait pour sortir de ces schémas de domination-soumission où le plus grand nombre finalement se retrouve à vivre ça aujourd'hui? Quels ont été tes premiers éclairs de conscience en disant attends, ça c'est pas normal d'être dans une forme de fonctionnement dominant-dominé, et comment tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à sortir de là? Bah, en fait, c'est pas quelque chose dont j'ai eu conscience, tout de suite, parce que quand on est enfant, quelque part, on subit l'environnement et moi, j'étais dans un environnement, en effet, assez toxique avec une mère qui était très dure, même de la violence psychologique, physique, voilà, elle avait ses souffrances et quelque part, j'ai un peu, je lui ai servi un peu de bouc émissaire, on va dire, par rapport à ce qu'elle avait traversé. Mais en même temps, voilà et puis un papa, gentil mais complètement soumis à ma mère, qui n'a jamais pris sa place. Donc moi, j'ai été une enfant, en effet, qui n'a jamais connu la sécurité. J'ai été mise en pension, j'avais 11 ans, donc j'ai jamais eu quelque part cette sécurité, cet univers vraiment d'amour, de présence, de soutien. Donc quand on vit comme ça, on met en place, bien sûr, l'enfant met en place des mécanismes de survie, en fait, parce que, il y a pas d'autre moyen pour survivre à un environnement toxique, hein. Et du coup, en fait, ces mécanismes de survie, à un moment donné, font partie de nous et cette petite fille, jusqu'à l'âge de 7 ans, elle est complètement reliée à son papa, à sa maman émotionnellement et son besoin fondamental, c'est d'être aimée, reconnue, sécurisée et quand elle a pas ça, elle va mettre en place, des mécanismes pour survivre à cet environnement. Des mécanismes qui peuvent être la fuite, hein, c'est-à-dire que c'est tellement, pas acceptable que je ne regarde pas et je me crée des mondes imaginaires, ce que j'ai fait quelque part, moi aussi, en allant me réfugier dans cette médiumnité et dans ces espaces, finalement spirituels dans lesquels je me sentais, en harmonie. Et après donc quand on est adulte on est dans l'idéalisation, on voit pas, on vit la trahison parce que quelque part on s'est soi-même trahi, parce qu'on n'a pas voulu regarder en face la vérité, parce qu'elle était trop dure à accepter. Et puis, il y a aussi ce mécanisme qui est la soumission. C'est-à-dire que la petite fille, elle est prête à tout, en fait, pour accepter, pour être aimée, en fait, à pas respecter ses limites, à dire oui alors qu'elle a pas envie et à tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, finalement, jusqu'à ne plus se respecter pour pouvoir être aimée. Et après, quand on est adulte, on tombe dans les dépendances affectives, on est tellement dans le besoin du regard de l'autre, de l'extérieur pour se sentir exister, que finalement, on est en proie, finalement, aux prédateurs, aux manipulateurs et en sachant qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'est pas manipulable. Ça veut dire qu'en fait, on le porte en soi, finalement, on porte en soi les stigmates de ce qu'on a vécu.
Et puis, il y a ce troisième aussi état qui est la sidération, c'est-à-dire quand on vit des traumatismes très profonds comme la violence, le viol, eh bien, il y a un mécanisme de survie. Et tous ces mécanismes-là sont mis en place d'ailleurs par notre cerveau reptilien, qui est notre cerveau de survie. Donc, c'est au-delà de nous, c'est-à-dire c'est une protection à un moment donné qui s'active dans notre système et qui devient une mémoire active. Et quand on vit l'état de sidération, c'est-à-dire qu'il y a une véritable sortie de corps, et on n'est plus là en fait, on est sorti de notre corps. C'est comme une espèce de mort à soi pour survivre à un événement traumatique auquel on ne pourrait pas survivre. Et à partir de là, ben, tous ces mécanismes-là nous permettent quelque part de nous en sortir. Mais après, il y a tout un travail à faire justement pour aller travailler, rencontrer cette petite fille qui a été blessée, qui finalement, dans le champ émotionnel, va prendre en permanence le pouvoir parce qu'elle n'a pas été réparée. Et ce qui se crée, c'est que souvent, on peut ressentir comme une forme de auto-sabotage avec une partie consciente de l'adulte qui se dit, ben non, moi j'ai envie d'être avec un homme qui soit gentil, qui soit quelque part bienveillant. Et puis la petite fille, elle peut pas parce qu'elle, elle a jamais connu ça. Donc, elle s'attache aussi de façon toxique à ce qu'elle connaît. C'est ce qu'on appelle aussi le fameux syndrome de Stockholm, qu'on retrouve dans Vipère au point, finalement, où il y a cet attachement inconscient à la toxicité, parce qu'à travers cette toxicité, malgré tout, j'ai existé. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre tous ces mécanismes. Et c'est à travers justement des expériences qui ont été des expériences douloureuses, de violence, qui ont été même jusque dans le viol, je peux l'exprimer voilà, dans ma chair, qui m'ont amené à un moment donné, dans l'ultime de ce qu'on peut vivre dans des moments comme ça, à faire un véritable travail sur moi. Et le travail véritable, j'ai commencé à le faire, j'avais 33 ans. Donc, jusque-là, j'ai été quand même dans cette espèce voilà, de soumission malgré tout, d'emprise, de cette petite fille qui prenait le pouvoir. Même si, heureusement pour moi, j'étais une enfant assez rebelle, donc qui m'a permis quand même voilà, de me rebeller. Mais quelque part, la rébellion et la soumission, c'est la même énergie inversée, c'est-à-dire que c'est pas la voie du milieu. À un moment donné, on se soumet, puis à un moment donné, ben, on fait l'inverse, on va se rebeller. Et en même temps, c'est sain de se rebeller parce que j'aurais pu rester dans cette soumission en permanence. Et voilà. Et finalement, à un moment donné, ben, j'ai réussi à trouver la voie du milieu parce que j'ai été aussi dans cette expérimentation de moi-même et qu'à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire ce chemin par rapport à moi, ça a été une quête, une véritable quête en fait de me réhabiliter, de me retrouver, de reconnecter mon féminin sacré, de me réhabiliter en tant que femme, voilà, de reposer mes limites, voilà. Et j'ai expérimenté beaucoup de chemins, de voies et c'est vrai que avec ce que j'ai traversé, qui a été difficile, j'avais cette énergie aussi de quelque part de ce qu'on peut appeler la guerrière de lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Quand on est dans quelque chose de difficile, eh bien, à un moment donné, on est dans cette énergie quelque part où on y va, où on est obligé de survivre en permanence. Et du coup, ça donne une force incroyable, ça donne une énergie où quelque part, on n'a pas la limite, donc on peut aller jusqu'au bout. Et moi, c'est vrai que je suis partie avec mon sac à dos en Amazonie. Voilà, j'ai fait des expériences complètement dingues quand j'y pense maintenant, parce que il aurait pu m'arriver n'importe quoi, mais j'ai eu besoin fondamentalement à un moment donné de me confronter finalement à mes propres limites pour me rencontrer, pour les trouver, et à partir du moment où j'ai commencé à goûter à ces expériences, ben je pense que ça a été le véritable début d'un véritable chemin initiatique vis-à-vis de moi-même. Même si, voilà, à 14 ans, j'ai eu des appels mystiques et j'ai voulu rentrer dans les ordres et que j'ai compris qu'en fait, c'était pas le chemin parce que quelque part, j'étais pas faite pour être enfermée, du coup. Donc, j'avais quand même fait un séminaire avec Monseigneur Lefebvre. J'avais pas choisi le plus facile. Et quand j'ai parlé de ma médiumnité, là, ça a été une catastrophe. C'était pas du tout accepté. Et puis après, j'ai rencontré assez jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, un maître soufi hindouiste extraordinaire qui s'appelle Pir Velayat Khan, qui est décédé aujourd'hui. Mais quand j'ai rencontré cet être dans un colloque, ça a été une révélation pour moi parce que c'est un maître quelque part. Et d'ailleurs, pour lui, le maître, il nous disait toujours « Je ne suis que le reflet de votre propre maître intérieur ».
et vous êtes votre propre maître quelque part. Je ne suis là que pour être le reflet de vous-même. Et moi, je trouvais ça magnifique parce que c'est ça pour moi un véritable maître. C'est pas gourou et prendre le pouvoir, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'ego spirituel et de pouvoir spirituel aussi. Et donc son enseignement était quelque part cet enseignement où il reliait toutes les voies spirituelles finalement en une seule voie qu'il appelait la voie de l'universel, et il y reliait aussi les sciences et la créativité. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça, c'est ce qui me parle en fait intérieurement. Donc très jeune, c'est vrai que très jeune, j'ai été poussée dans cette quête spirituelle initiatique, mais pour vraiment arriver à me rencontrer pleinement, ça n'a pas été tout de suite en fait. Ça a été un chemin. À un moment donné, la vie m'a mis face à de telles expériences douloureuses et traumatiques, je n'avais plus le choix. C'était ça où je mourais en fait. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on veut pas regarder, parce que c'est ça aussi, parfois on répète les expériences tant qu'on l'a pas compris. On les répète et jusqu'au jour, quelque part, il faut y aller. Parce que c'est confrontant d'aller se regarder intérieurement. C'est confrontant d'aller plonger dans ces parts d'ombre. C'est pas la voie la plus facile, mais c'est un chemin extraordinaire qui nous permet justement de nous rencontrer et comme je le dis, en fait, pour moi, rien n'est définitif dans la vie et tout peut se transmuter, tout peut se transformer quelque part. Je pense que c'est aussi notre part de responsabilité que nous mettons aussi avec nous-mêmes et c'est ça qui est important d'entendre. C'est qu'on a tous aussi notre propre part de responsabilité à prendre et que c'est jamais la faute de l'autre quelque part. C'est à nous de nous regarder profondément quand on vit une expérience négative. Qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce qui fait que là, ça me touche? Qu'est-ce qui fait que là, ça me met dans cet état-là et que quelque part, j'arrive pas à m'en sortir? C'est vraiment en permanence aller se regarder soi. C'est ça qui est important et s'écouter et poser ses limites, et poser ses limites, c'est pas forcément, voilà, être égoïste c'est se respecter et ça, c'est très important de se respecter parce que personne ne pourra vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même et ça, c'est très important. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est pas évident d'aller voir ces parts d'ombre et de reconnaître que dans des situations, c'est des fois même pas entendable. Tu parlais tout à l'heure des situations de viol, c'est même pas entendable à un moment donné de se dire mais qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire-là? Il faut quand même une maturité, je pense, pour Oui, accéder à ça. Et dans ce cheminement, j'imagine que tu t'es appuyé sur des valeurs, même si tu n'as pas su forcément les décoder tout de suite. Mais quelles sont les valeurs pour toi qui ont été les plus importantes et les plus guidantes dans ces moments de changement? En fait, j'ai toujours eu quand même cette espèce de perception en moi qui me disait que tout ce que je vivais, c'était pour quelque chose de plus grand. J'étais habitée par cette espèce de conscience depuis enfant et je pense que heureusement que j'avais ça parce que quelque part ça m'a permis de survivre et puis j'avais cette foi inébranlable quelque part en la vie et cette foi inébranlable aussi en Sacré-Cœur de Jésus. Et en fait, quand j'étais enfant, parce que pour moi, ça représentait le cœur, ça représentait l'amour, l'universel, et j'ai confondu en fait très jeune en fait, parce que j'étais dans la religion catholique, donc j'ai cette confusion entre la religion et la spiritualité, entre l'énergie christique finalement et la représentation de ce qu'on a fait de la religion avec Jésus-Christ, voilà, qui s'est mortifié sur la croix, qui a été... Mais en tout cas, moi, quand j'étais à la messe, je me reliais quelque part à l'énergie et ça me nourrissait. Et puis, je comprenais finalement au-delà des mots, c'est-à-dire que je n'étais pas d'accord avec ce qu'on me disait d'ailleurs dans les écrits, et je comprenais au-delà, en fait. J'avais des perceptions qui étaient complètement différentes. Donc après, j'ai fait, bien sûr, j'ai compris après sur ce chemin spirituel, j'ai compris qu'en fait, mon lien, c'était avant tout un lien avec cette énergie magnifique qui est l'énergie de l'amour, en fait, et du cœur et du Sacré-Cœur. Voilà. Oui, donc c'est ce qui t'a vraiment mené et d'ailleurs c'est ce qui a dû te booster pour pas mourir en fait à ce genre d'expérience. Bien sûr. Quelle est ta plus grande fierté sur ce chemin-là? Une ou plusieurs? Ma plus grande fierté. Oui. Mmh. Où tu t'es dit, tu sais, waouh, là franchement, je suis fière de ce que j'ai Ben, fait. ouais, quelque part, c'est de ne jamais avoir lâché, en fait. D'être allée jusqu'au bout de moi, de m'être confrontée dans des parts
qui ont été très difficiles de moi-même, mais j'y suis allée. Voilà, c'est d'avoir osé finalement y aller. Et ça, je pense que c'est, ouais, je suis quand même fière de ça, de me dire que j'ai eu cette force, cette capacité et cette résilience quelque part. Et oui, c'est important pour moi. Et puis de me dire aussi que voilà, quand je vois aujourd'hui ce que je suis devenue par rapport de là où je viens, je me dis waouh, waouh quand même, hein, quel parcours, quel parcours. Et il a fallu que j'apprenne à m'aimer parce que quelque part, j'étais une enfant qui n'a pas été aimée, je ne m'aimais pas, j'arrivais pas à avoir un regard positif sur moi-même parce que le regard qu'on avait toujours posé pour moi, sur moi, était pas un regard positif, hein. Et voilà, c'est à un moment donné aussi arriver à s'accepter pleinement, à m'accepter pleinement dans toutes mes parcelles et accepter que je ne suis pas un être parfait, bien au-delà, et d'apprendre à aimer aussi mes imperfections et me dire que ce sont aussi des forces, hein. Donc c'est tout ce chemin. Et puis d'avoir osé aussi, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis confrontée à un moment donné à des choses. Bah, je me rappelle d'une fois où quand j'étais petite, j'avais été devant toute la famille, on m'avait dit la prochaine fois que tu liras un texte comme ça, c'est pas la peine de faire du théâtre. J'étais à l'église et ça m'avait mais complètement pétrifié l'histoire. Et après, j'ai eu un mal fou à retourner sur la scène. Alors aujourd'hui, bien sûr, je fais des conférences, des émissions, dans la preuve qu'on peut arriver à transmuter, des concerts, etc. Et j'adore être sur scène parce que pour moi, j'adore cette transmission en fait, d'être cette éveilleuse de conscience quelque part, cette guérisseuse de l'âme de mon expérience. Et en fait, pour arriver à me dépasser de cela, j'ai été faire un week-end de clown gestalt, mais c'était hyper confrontant pour moi parce que aller faire le clown mais c'était un truc horrible en fait. Mais j'ai osé, j'y suis allée et ça a été très difficile en effet, mais ça m'a permis de me sortir de ce truc-là et ça m'a permis quelque part de retourner après, d'oser aller sur la scène, sur le public et de plus être empreinte de cette histoire-là. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est à un moment donné, c'est oser y aller quoi, et même si c'est pas toujours facile. C'est ça. Donc, je pense que c'est important aussi de s'appuyer à des moments, de se dire de quoi je suis fière, dans mon parcours, dans mon cheminement, parce qu'on peut être très très pris et très vite par le rythme infernal. En plus, il y a une espèce d'accélération dans la perception de la temporalité. Toi, tu fais des moments comme ça de break où tu regardes un peu le chemin parcouru et le chemin que tu as envie de parcourir, ou tu n'es pas du tout dans cet état d'esprit-là? Alors si, je fais des breaks, mais pas souvent, on va dire. Et moi, j'aime beaucoup la nature, donc je vais souvent dans la nature me ressourcer. C'est mon espace de ressourcement. Et oui, je fais des bilans, je regarde, je me dis: «Qu'est-ce que j'aurais besoin là, maintenant?» de regarder encore en moi, et puis j'aime aussi, j'ai beaucoup de projets de créativité, donc ça me permet aussi d'aller vers cette espèce de dimension aussi de qu'est-ce que je peux encore développer, amener, créer, voilà, et ça me met toujours dans ce mouvement de la vie finalement. Mais et puis bon voilà, et puis souvent je vais aussi, je me retrouve parce que j'ai quand même fait beaucoup de chamanisme, et j'ai été dans cette voie du tantra aussi, qui est une voie magnifique de réparation pour la femme et pour l'homme, bien sûr, mais en sachant que la femme est quand même celle qui porte cette conscience du cœur et qu'elle est considérée dans la voie tantrique comme l'initiatrice, hein. C'est celle qui porte l'amour inconditionnel, et qui donne la vie quelque part à la femme dans son utérus, et elle est reliée entre le cœur et cette énergie de l'utérus. Il y a des liens, des connexions vraiment entre cette sexualité sacrée et son cœur. Et cette voie a été une voie magnifique, donc je continue régulièrement à aller, voilà, faire du chamanisme, voyager, aller faire du tantra. Et moi, j'adore la danse, voilà. Je suis une danseuse, je fais la danse extatique, de la trance, de la danse, chamanique. J'adore parce que pour moi, c'est un espace où je peux vraiment, me libérer, lâcher, juste me laisser traverser par l'énergie et laisser mon corps finalement aller là où il a envie d'aller. Et j'adore voilà, cet espace de la danse. Pour moi, il est quelque chose de fondamental, de vital même, j'ai envie de dire. Et je pense que tant qu'il y a de la vie, tant qu'on est dans le mouvement de la vie, quelque part, on est vivant. Et la mort, c'est quand on arrête finalement d'être dans ce mouvement de la vie. Et c'est pas une question d'âge, hein. C'est une question d'énergie.
quand on voit les artistes souvent qui sont sur la scène à 90 ans et qui sont encore pleins d'énergie parce qu'ils sont encore dans le mouvement. Et parfois, on voit des personnes, bah oui, qui ont arrêté à un moment donné d'être dans ce mouvement de la vie et qui à 60 ans, sont vieux, quelque part, entre guillemets, parce qu'ils sont déjà dans quelque chose de figé, parce qu'ils sont sortis de cette énergie de la créativité permanente, du mouvement permanent de la vie. Ouais. Alors, tu parles de la vie et j'avais cette question qui venait là, c'est de beaucoup de gens, à des moments donnés, sont dans la survie. Mhm. Et je crois qu'on est tous ou toutes passés par là un moment. Bien sûr. Pour toi, à quel moment tu prends conscience que tu quittes la survie pour aller dans justement la vie et tout ce que ça peut apporter de mouvement, de joie, etc. Eh bien, c'est cette capacité à un moment donné de pouvoir lâcher complètement, de s'abandonner. Et c'est ce que j'ai rencontré dans le travail à la fois chamanique, avec les plantes chamaniques et les transes chamaniques, et à la fois dans le travail avec le tantra, où à un moment donné, plus on lâche, moins on cherche, plus on accueille, et plus l'énergie peut circuler. Et plus on s'abandonne, et plus la vie circule en nous. Et je pense que c'est ça, et tout le travail chamanique, c'est ça, c'est que dans le travail chamanique, j'accueille mes parts d'ombre, je respire avec, je les regarde, et en les accueillant pleinement, elles se transforment, elles se transmutent, et elles deviennent quelque part une énergie de vie. Parce que la source, c'est la même, l'énergie, c'est la même, qu'elle soit il y a le yin et le yang, c'est-à-dire c'est une interpénétration permanente et c'est nous qui en faisons quelque chose de positif ou de négatif. Et en effet, l'état de survie amène beaucoup de contrôle. C'est un état qui amène en permanence du contrôle parce que cet état de survie, c'est comme un petit animal qui est dans la jungle et qui a pas le choix. En fait, il est seul et il a toujours besoin d'être en vigilance, d'être en écoute, de regarder partout parce que s'il lâche prise, s'il s'abandonne, il peut être mangé par les prédateurs. Donc il ne peut pas, parce que derrière tout ça, il y a une peur de mourir. Et en fait, en allant vraiment dans cette dimension de ce travail avec soi qui va permettre d'aller vers ce lâcher prise total où quelque part, à un moment donné, on n'a plus le choix. Le mental, il est chanté. Et là, eh ben, on sort de cet état de survie et il y a quelque chose qui recircule dans le corps. D'ailleurs, dans l'extase tantrique, à un moment donné, quand on abandonne tout, il y a une énergie qui circule dans le corps comme une forme d'expansion cellulaire, c'est-à-dire que tout vibre. Et il y a même une espèce il n'y a même plus de distinction entre ma main, entre l'espace, et cette connexion quelque part à une forme de multidimensionnalité, d'univers, d'universalité. Donc en effet, quand on meurt à soi, quand on lâche prise, parce que de toute façon, on est en permanence dans cette énergie de la mort et de la vie, de la mort, de la vie. Tous les jours, nos cellules meurent, se régénèrent, vivent. Donc on est en permanence dans cette transmutation. On meurt chaque jour un peu à soi-même. Et quand on traverse justement cette mort à soi-même, qu'on l'accueille pleinement, ça devient une énergie d'extase et de vie en fait. Et c'est là qu'on récupère. D'ailleurs, dans le chamanisme, on parle beaucoup de cette notion de perte de fragments d'âme et de récupération de fragments d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, on considère justement quand il y a eu un choc traumatique, par exemple à 5 ans, et ben la petite fille avant, elle était toute joyeuse parce que les enfants, eux, en plus, ils traversent leurs émotions. Ils rigolent, après ils pleurent, après ils sont en colère, après les enfants ils traversent. Mais les adultes s'identifient, ils deviennent la tristesse, ils deviennent la peur, je deviens ça dans mon système. Voilà. Et donc, quand un enfant subit un traumatisme, et ben après la petite fille, elle est figée, elle est pétrifiée, elle n'ose plus. Donc, on considère que son énergie de vie justement a été quelque part, il y a eu quelque part une cristallisation de son énergie de vie et une perte d'un fragment de son âme. Et l'idée, c'est d'aller récupérer cette énergie-là pour la faire recirculer dans le corps. Et ça demande de retourner dans le choc traumatique pour aller transmuter cette énergie qui a été cristallisée, parce que la mémoire émotionnelle n'est pas dans l'espace-temps. Donc en fait, si à 5 ans, j'ai un trauma, je revis à 30 ans une expérience qui me remet dans la même situation, j'ai 5 ans, je suis dans la même situation, dans le même état de figement de mon corps. Donc ça demande de retourner vivre l'expérience pour la transmuter et réinsuffler quelque part cette énergie de vie. Donc oui, on peut en effet sortir de ces états de survie parce que de toute façon, les 3/4 des personnes, voire même plus, sont en survie, sont dans le contrôle, sont dans la peur de lâcher prise, sont dans parce qu'il y a tout ce système qui s'est mis en place en fait. Oui, et quand on est dans cet mouvement de l'énergie de vie, la question qui vient après, il y a beaucoup de personnes qui sont, je trouve, en ce moment avec ça, c'est quel sens
je peux donner à ma vie? Où est-ce que je peux faire? Et je vois que l'année dernière, il y a eu une montée de médiumnité tu vois, sur les réseaux. On va chercher chez quelqu'un extérieur une réponse pour confirmer si on est sur le bon chemin, la bonne voie, etc. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça aujourd'hui avec ton expérience? Ben, c'est sûr qu'en fait, on a perdu notre propre écoute de nous-mêmes, en fait. Bah, beaucoup de personnes, ont perdu l'écoute d'elles-mêmes parce qu'il y a une espèce de système de vie aujourd'hui où voilà, c'est de la survie. Donc en fait, on ne se pose plus et puis il y a plus cette connexion non plus avec la nature, avec l'authenticité, avec le fait, en effet, de se poser avec soi-même véritablement et d'écouter comment ça résonne en soi. Parce que finalement, notre corps, c'est notre instrument de musique. Et lui, il vibre. De toute façon, le corps, c'est que de l'énergie condensée. Alors, c'est vrai que j'ai fait des études d'ingénieur aussi, donc j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine aussi, comment dire, scientifique, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à expliquer un peu les phénomènes médiumniques et paranormaux. Mais dans notre système, nous sommes que des fréquences, des électrons, des atomes, nous vibrons, et notre corps physique, ce n'est que l'énergie condensée. Donc, on est des émetteurs, des récepteurs en permanence, en fait. Et en fait, on est coupé de nous. Et notre corps, c'est notre instrument de musique. Quand il y a quelque chose, il faudrait se poser, en fait, à chaque fois qu'il y a une information qui arrive vers nous et se dire, OK, j'écoute comment ça résonne en moi. Est-ce que là, il y a mon plexus qui s'ouvre, mon cœur qui s'ouvre? Est-ce que je ressens dans ma cellule de la joie? Si c'est ça, je dis, ouais, j'y vais. OK, c'est un grand oui. Est-ce que là, quand on me propose ça, ou quand je parle de ça, ou quand je me vois là-dedans, il y a quelque chose qui se ferme dans mon corps? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon plexus qui se bloque? Est-ce que ma respiration s'accélère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me ferme? En fait, on a les réponses. Mais souvent, c'est qu'on n'écoute pas, c'est qu'on ne s'écoute plus, en fait. Voilà. Et si on avait justement cette capacité à pouvoir s'écouter profondément, on aurait la réponse parce que le corps, il nous répond. Il nous répond. C'est vraiment notre instrument qui capte, qui dit OK, pas OK, etc. Et c'est important et pour toutes les femmes justement aussi qui ont subi et qui ont dépassé et dont les limites ont été dépassées en permanence, il n'y a plus cette capacité d'écoute en fait, parce que la limite a été dépassée en permanence. Donc il y a plus cette possibilité de dire un vrai non, donc de dire un vrai oui. Donc c'est de réapprendre à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est proposé, c'est de poser pour écouter comment ça résonne. Mais en effet, on a la capacité en soi d'avoir la réponse. Mais aujourd'hui, voilà, on a toujours besoin puis il faut être dans la confiance aussi de soi-même et souvent, ben, on ne se fait pas confiance à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit, à ce qu'on donc on a besoin de quelqu'un qui va nous dire: «Ah ben oui, en effet, je vois ça. Ah oui, ben» de toute façon, généralement, moi, je vois quand je fais des consultations, les personnes, je les étonne pas quand je leur dis certaines choses. Ça résonne quelque part avec ce qu'elles ressentaient ou ça leur parle ou: «Ah ben oui, en effet, c'est vrai, j'y avais pensé, mais quelque part, je me suis un peu éloignée de ça». Donc il y a quelque chose qui rentre en résonance. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui le sait. Puis le médium, il fait quoi finalement? Il va lire dans les champs de conscience de la personne ce qu'il porte finalement dans ses propres informations. C'est juste un récepteur de l'information qui va retransmettre quelque part sous forme de clairvoyance, de clairaudience, de vision, d'écoute, ce qu'il capte comme information. En sachant qu'il a cette capacité, en effet, d'aller capter finalement l'information dans un champ de conscience qui est au-delà de la vitesse de la lumière, dans l'instantanéité où tout est, le présent, le passé, le futur. Donc, c'est une capacité, en effet, d'aller capter les informations dans les champs de conscience, qui est ouverte. Et quand on me dit tout le monde est médium, moi je dis non. Voilà. Je Ah pense bah qu'on a c'était justement une question, ah bah voilà. Annabelle. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à une capacité médiumnique si justement on s'écoute, etc. Et toi, ton point de vue, c'est non. On a tous une capacité d'ouvrir, on a tous une capacité de pouvoir accéder, comme on a tous une capacité de pouvoir faire de la cuisine. Mais il y a des personnes qui vont prendre un livre de recettes et qui n'arriveront jamais à faire un plat qui va être correct. Et il y a des personnes qui vont juste avec leur intuition créer une recette, ça va être superbement bon. Et je pense qu'on a tous nos atouts, nos points forts, nos points faibles, nos capacités, et qu'en fait, tout le monde n'est pas médium. Parce que le médium, c'est pour ça que j'ai aussi écrit mon livre, parce que naître médium, c'est un chemin initiatique, hein. C'est pas uniquement je choisis à un moment donné d'être médium. On ne choisit pas d'être médium. C'est un contrat d'âme qui se passe, qui se fait à la naissance, et c'est un véritable chemin qui est un chemin douloureux, parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'est pas
soi-même, à autrui. Et plus on va devoir se regarder, travailler sur soi, évoluer, libérer, plus on va pouvoir apporter finalement aux personnes qui sont là. Et c'est un véritable chemin d'âme qui n'est pas si simple, parce que souvent on nous dit: «Ah, c'est génial, tu as un don de médium», mais il faut vivre avec un don de médium. C'est une hypersensibilité permanente. Quand j'étais enfant, moi, j'étais traversée tout le temps par des hauts, des bas, des choses que je comprenais pas. Je me mettais à pleurer, j'étais dans des mal-être. C'est pas facile. Et puis, il y a toujours cette espèce de sensation de se sentir différent. Donc, de pas forcément arriver non plus à s'intégrer complètement avec tout le monde. C'est compliqué en fait. C'est une sensibilité qui est complexe à vivre. Il faut pas se dire c'est génial. Et puis, ça demande d'avoir cette conscience, et ça demande aussi de faire ce chemin vis-à-vis, envers soi. Donc oui, on peut tous prendre un livre de cuisine, on peut tous travailler pour ouvrir quelque part son troisième œil, activer sa glande pinéale, mais c'est pas pour autant qu'on va tous être des médiums. Voilà, je pense que c'est un autre espace quand même. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. À un moment dans ton histoire, tu as eu des expériences nocturnes où tu partageais, tu vois, avec du monde, avec tout ça, et ça m'a évoqué cette idée. Est-ce que justement cette ouverture, la spiritualité nécessite forcément de s'extraire du monde, et en quoi ça peut être plus compliqué d'être dans le monde avec ça, avec, quand je dis ça, avec ces capacités d'ouverture? En fait, pour moi, la véritable spiritualité, justement, ce n'est pas se partir, ce n'est pas se barrer dans des plans subtils, puisque de toute façon, on va y retourner, on ne fait que passer. C'est justement d'incarner dans sa matière ce que nous sommes véritablement dans notre conscience spirituelle. C'est-à-dire que si je pars des accords Toltec et dans ma vie, je ne les respecte pas, je ne suis pas alignée. Donc, je ne suis pas dans cette conscience spirituelle. Et c'est ça pour moi la spiritualité. Au contraire, c'est d'incarner cette matière avec cette conscience. C'est Shiva Shakti quelque part, c'est l'union sacrée du féminin, du masculin sacré. Donc c'est vraiment qui d'ailleurs amène la pulsation de l'énergie de vie, hein. C'est très puissant, hein. C'est le Big Bang quelque part, hein. La rencontre entre la conscience et l'incarnation, ça engendre la pulsation de la vie dans cet amour inconditionnel. Donc c'est excessivement puissant. Mais pour moi, oui, c'est vraiment d'incarner. Et moi, quand j'étais enfant, je me barrais, je voulais pas être là. C'était trop dur, c'était trop difficile. Dans cette hypersensibilité, cette incompréhension, dans cette toxicité, je voulais pas. Donc je me réfugiais dans ce qui me faisait du bien, dans la pureté de la vie, dans la connexion avec les animaux, la terre, les éléments. Il y avait que là que j'étais bien. Et puis cette expérience dans la jungle amazonienne où j'ai expérimenté les plantes chamaniques, où je suis restée pendant 3 semaines et à travers laquelle j'ai failli mourir quand même, m'a justement amenée à accepter complètement mon incarnation, parce qu'il a fallu justement que dans cette conscience de la mort, que je dise un grand oui à ma conscience de la vie. Et c'est à partir de là que j'ai incarné vraiment et que j'ai accepté d'incarner qui j'étais. Mais avant, non, c'était compliqué pour moi. Donc en effet, pour moi, c'est pas se mettre en dehors du monde, c'est à un moment donné arriver à trouver le chemin qui va nous permettre de nous ancrer. D'ailleurs, quand on voit les chamans, ils tiennent debout, hein, on peut les bouger, ils sont là, hein, ils sont dans la terre, hein, ils sont dans la matière. Mais de toute façon, plus l'arbre va avoir des racines profondes et ancrées, plus les branches de l'arbre vont pouvoir s'élever vers le ciel. À un moment donné, il va tomber l'arbre, d'accord? Il ne tiendra pas la route. Donc en effet, ça demande de faire ce travail avec soi avant tout pour pouvoir aussi incarner ce que nous sommes véritablement. C'est ça le chemin. Oui, puis cette idée de finalement d'arriver à être à l'aise avec la notion de mort, quoi, qui est souvent quelque chose qui empêche ces petites transitions. Comme tu disais tout à l'heure, régulièrement, on est confronté à des petites morts, que ce soit nos cellules, on n'a plus la même allure que quand on était bébé ou adolescent. Mais c'est vraiment un cheminement, ça. Est-ce que toi, comment tu as fait pour justement réussir à être plus à l'aise avec cette notion de mort de toi-même? En fait, c'est vrai que moi, enfant, j'ai eu très peur de la mort. En plus, quand j'étais enfant et que j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 9 ans, à l'hôpital, j'ai passé 1 mois à l'hôpital, hein. J'ai été brûlée au 4e degré, c'était très, très dur, avec un trauma. Il a fallu que je réapprenne à manger, à marcher, et cetera. Et là, je voyais les morts, je les avais face à moi, en fait, la nuit, ils se mettaient là devant mon lit, ça me terrifiait.
Et puis après, à 14 ans, même avant d'ailleurs, à 11-12 ans, j'ai vu ma tante au moment où elle est morte, devant moi en fait. Donc je l'ai décrite telle qu'elle était, habillée, ses cheveux, son et voilà, au moment où elle est partie et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quand quelqu'un allait mourir, et ben, j'avais des idées obsessionnelles jusqu'à ce que ça arrive. Je me disais: «Est-ce que c'est moi qui engendre ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vient me chercher?» Je comprenais pas et j'avais très, très peur de cette notion de la mort parce que j'y ai été confrontée de façon un peu brutale et puis j'ai vécu à 14 ans la mort de mon grand-père de façon excessivement brutale, donc j'ai eu un rapport à la mort difficile quand même, j'avoue. Et moi, ce qui m'a aidé à un moment donné véritablement à transmuter cette notion de mort, ben, c'est tout ce travail aussi chamanique et ce travail tantrique où à un moment donné, on n'a plus le choix que de lâcher prise, que de s'abandonner en fait. Et que dans cet abandon, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, c'est là qu'on rencontre l'énergie, la pulsation de la vie. C'est-à-dire derrière la mort, c'est extatique en fait. C'est la vie. Je l'ai traversée, ma mort. Je l'ai traversée physiquement et je l'ai traversée aussi énergétiquement. Donc, c'est ce voyage-là. Et puis, quand j'ai été confrontée à la mort de mon père, où j'ai vécu quelque part c'était magnifique en fait. J'étais à côté de son corps et je sentais son amour. J'étais envahie d'un amour inconditionnel, comme si tout devenait possible entre lui et moi, de ce qui n'avait pas pu finalement se partager. Donc voilà, et puis après il est venu, il m'a parlé, je l'ai vu dans mes rêves, j'avais son odeur. Donc il y a des choses après qui m'ont réconciliée avec cette notion de mort. Et puis ce travail aussi, voilà, face à moi-même, où j'ai accepté à un moment donné d'aller profondément mourir à moi-même, parce que c'est une acceptation à un moment donné, même dans le voyage chamanique, à un moment donné, on accepte. Je dis ok, oui, je dis oui à mourir à moi-même. Voilà, c'est confrontant, mais ça amène une forme de paix, de lâcher prise, de voir la vie après tout à fait autrement. Voilà, mais forcément, c'est l'inconnu, la mort, ça fait peur et puis comme l'humain dans sa personnalité est très attaché quelque part à la matière, voilà, à ce corps, et puis on cultive ça dans nos sociétés, hein. On n'est pas non plus dans une société de détachement de la matière et du corps, hein. On est très attaché au paraître. Donc du coup, ben, il y a forcément la peur de quitter parce que c'est l'inconnu total. Mmh. Et puis c'est beau l'expérience de la vie quand même. C'est Eh magnifique ben, c'est d'avoir un sûr. corps, hein. Moi, je dis toujours, une fois qu'on sera parti, on sera parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut Ouais, créer de beau? Comment on peut contribuer aussi à rendre notre petit monde le plus harmonieux et le plus chouette possible, malgré ce qui se passe autour et qui est chaotique et qui, on voit bien, a besoin de défaire des schémas de personnalité, des schémas de fonctionnement qui ne sont pas, en quechua, on dit aini, tu vois, la relation réciproque et harmonieuse avec la vie, avec soi, avec la planète, ouais. avec tout ça, quoi. C'est une Alors, sur magnifique le expérience. La oui, corporalité, ça permet de ressentir, de respirer, de vibrer, de faire l'amour, voilà, de capter. C'est magnifique là, le corps humain. C'est une machine d'ailleurs absolument incroyable. Moi qui ai fait de la biologie cellulaire, c'est extraordinaire quand on voit le fonctionnement et la perfection du système du corps humain. Mais waouh, quoi! Soyons en admiration devant la vie, à la place de la détruire en permanence, parce que moi je suis, très choquée de voir comment aujourd'hui on est dans le non-respect de la vie. Ça me choque profondément quand je vois comment on traite les animaux, mais vraiment c'est insupportable, je le redis, mais ouvrons quand même un peu plus notre conscience, quoi. C'est pas possible, en fait, de se comporter comme ça. Je ne peux pas comprendre ça, moi, ça me dépasse. Voilà, c'est impossible. oui, on a des choses encore à faire pour les générations futures. Il y a un C'est autre clair. sujet que je voulais aborder, j'avais envie d'aborder avec toi, parce que sur le cheminement de l'âme, le cheminement de l'être, il y a souvent ce terme, cette idée de légitimité qui revient. Est-ce que je suis légitime dans ma manière de penser, dans ma manière de percevoir? Comment tu as fait, toi, pour. Bon, tu es passé aussi par là. Comment tu as fait pour justement aller vers une reconnaissance de ta propre légitimité en tant qu'être Mmh. incarné avec tes capacités qui étaient la médiumnique, etc., mais que ça peut être Bien sûr. transféré à toute situation de tout le monde? Bah, c'est sûr que quand on n'a pas reçu de reconnaissance quand on était enfant, c'est difficile la légitimité. C'est difficile de croire en soi quand on n'a pas été suffisamment, l'estime de soi n'a pas été construite, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes.
Moi, après, ce qui m'a vraiment apporté, c'est au départ, ça a été la reconnaissance du monde extérieur, je peux quand même le dire. C'est-à-dire quand j'ai commencé, il y a 24 ans maintenant, là, d'aller dans ce chemin de la médiumnité, et qui était un choix du non-choix, hein, parce que finalement, la vie m'a tout enlevé à un moment donné, et j'avais plus le choix que d'y aller, en fait. Parce que, voilà. Donc, j'ai fait un angle à 180. Voilà. Mais après, moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'au début, alors, dès que j'ai commencé la voyance, que j'ai accepté vraiment dans cet univers, tout s'est ouvert. J'avoue, tout s'est ouvert. Ma première article dans les journaux sur Canis Matin, après ma première émission avec Sophie Davant, avec Ruki, puis après j'ai fait toutes les chaînes de télé possibles et inimaginables, les émissions. J'ai animé la première émission de voyance à la télé. J'ai animé 15 ans sur une autre émission, voilà, avec Azoulay, la voyance en direct, hein, sur IDF1 à l'époque. Mais ça m'a aidé, en fait. Parce que, en fait, j'ai eu cette reconnaissance, finalement, du monde extérieur qui me disait: «Ah bah oui, vous me l'aviez dit, Annabelle». Parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé mes premières consultations, je me disais: «Mais qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis pas en train de raconter n'importe quoi? Pourquoi je vois cette image-là?» Forcément, puisque, voilà, on a quand même besoin à un moment donné du retour. Et c'est quand les personnes me disaient: «Ah, mais Annabelle, c'est incroyable, elle dit ça s'est passé exactement comme ça. Et puis, ah bah oui, tout à fait, vous avez raison». Et puis, donc à un moment donné, ben voilà, il y a quelque chose dans cet univers, c'est à un moment donné, si je ne doute pas. Parce que plus je vais douter, plus je remets en question, et plus quelque part je ne vois plus. C'est-à-dire si sur une émission, à un moment donné, je me dis: «Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je» et ça va me couper. Donc en fait, c'est faire confiance. Faire confiance à ce qui nous habite profondément et à ce qui est, parce qu'il y a une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que nous, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui fasse confiance aussi. Donc c'est se lâcher prise aussi. Et c'est vrai que moi, au départ, et ben, cette reconnaissance, elle s'est construite parce que aussi j'ai eu le retour des personnes qui venaient me consulter, et que ça m'a fait du bien, et qu'en effet, au début, j'ai peut-être cherché, j'étais heureuse de faire des émissions parce que je me sentais enfin reconnue. De toute cette reconnaissance qui n'avait pas eu lieu dans mon univers, dans ma famille, dans la petite fille que je pouvais être, hein. Et du coup, ça m'a fait du bien. Après, une fois qu'on a reconnecté cette parcelle en soi, bon, aujourd'hui, ça m'est égal. Je veux dire, je cherche plus cette quête de reconnaissance. Voilà. Parce que quand on commence à se reconnaître soi-même, se reconnaître d'ailleurs, se reconnecter finalement à son être profond, à soi, on n'a plus besoin du regard du monde extérieur. Parce qu'on sait qui on est véritablement dans son essence. C'est ça le chemin, c'est d'aller rencontrer qui nous sommes véritablement dans son essence. Et c'est à partir de là qu'on n'a plus besoin d'aller vers la reconnaissance du monde extérieur. Mais à un moment donné, elle peut nous faire du bien. Voilà, parce que je me rappelle qu'il y a des personnes qui me disaient: «Mais je comprends pas, tu te dis spirituel, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça?» Mais oui, et alors? Et quand j'ai commencé la voyance, j'ai été même dans un endroit qui était un bar de nuit, bon, avec un peu coté, mais j'ai rencontré des personnes incroyables qui travaillaient dans le FBI, des gens de la nuit, quoi. Et me suis vue à parler de spiritualité avec des personnes qui n'avaient pas parlé de spiritualité pendant peut-être 10 ans, 15 ans de vie. Et c'était magique ce qui s'était passé. Ce qui se passait dans cet univers un peu sombre, quelque part, de pouvoir y mettre de la lumière. Donc, quelque part, la spiritualité, c'est pas uniquement je suis spirituel, donc je fais ci, ça, c'est être cette lumière finalement qui éclaire partout. Il n'y a pas de pourquoi avoir une limite? Pourquoi finalement c'est mieux là que pas là, ou voilà. L'important, c'est d'aller vers ce qui est bon pour soi, et ce qui du coup est bon aussi pour l'autre. Oui, et la spiritualité, aujourd'hui, quand j'accompagne des gens, que je discute avec des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont une ouverture, tu vois, qui voient des choses, qui perçoivent des choses, mais qui se disent: je ne peux pas en parler parce que mon entourage ne comprend pas, on a l'impression que je suis complètement ailleurs, huberlue, ou les pieds déconnectés de la terre, etc. Mais est-ce que ça ne serait pas le moment tu parles de oser, Mais oui. est-ce que ce ne serait pas le moment justement de se lâcher, quoi qu'il se passe derrière, Bah oui. sans la peur d'être brûlé sur un bûcher? Mais après, c'est toujours pareil, c'est toujours ce travail sur la petite fille blessée. C'est-à-dire que si la petite fille, elle n'y croit pas, qu'elle est encore en attente que sa maman la reconnaisse, et qu'elle se dit: «Ben non, si je fais un truc qui est pas OK, on va plus du tout m'aimer», c'est compliqué. Donc c'est vraiment, je dirais, faire ce travail sur cet enfant intérieur blessé pour
devenir son propre mère, sa propre mère et son propre père pour soi-même et ne plus attendre justement cette reconnaissance parce que le lien avec la mère et le père, il est puissant. On est quand même à 50% dans notre ADN, l'ADN de notre mère et l'ADN de notre père. Et qu'à un moment donné, c'est aussi important d'accueillir ça. C'est-à-dire que même si j'ai eu une mère très toxique, elle fait partie de moi. Et comment j'accueille cette parcelle-là et comment finalement je mets de la paix dans cela aussi. Ça, c'est important parce que plus je rejette, plus ça va s'activer. Donc, c'est à un moment donné aussi accepter toutes ces parcelles et c'est faire ce travail de soi avec soi pour pouvoir à un moment donné ne plus rien avoir à faire de ce que les autres pensent de soi. Parce que si je fais ça, si je remets encore mon pouvoir entre les mains de l'autre, si moi, il y a un patient qui me dit: «Vous êtes complètement nul à la belle», si je lui dis: «Ah bon, vous pensez que je suis complètement nul?» Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lui remettre mon pouvoir et voilà et si je lui dis: «Ben, écoutez, ça vous appartient, vous me trouvez nul, vous me trouvez nul, c'est votre histoire. Moi, je me connais, je sais que mon travail, ce que je fais, il est pas nul». Parce que voilà, j'accepte qui je suis aussi dans ce que je suis capable de faire et oui, je peux avoir des failles et oui, je ne suis pas parfaite et la voyance n'est pas non plus quelque chose parce que souvent dans la médiumnité, dans la voyance, on attend tout du médium. On se dit: «Il est là pour nous guider, pour nous aider, tout ce qu'il va nous dire, ça va se réaliser». Mais non, on a aussi une part de responsabilité et puis parfois on voit certaines choses et ça se passe pas parce qu'il y a eu des événements qui ont contré, des oppositions, il y a eu voilà, on peut pas tout prévoir, tout voir. Voilà, il y a des choses qu'on voit à un instant T et si on transforme certaines choses, eh ben, ça va pas se passer. Si je dis à un étudiant, alors je dis souvent cette histoire-là, mais si je dis à un étudiant: «Ben, c'est génial, tu vas avoir ton examen, c'est super, je vois la réussite» et qu'il se dise: «Génial, je ferme mes livres, c'est cool, je vais avoir mon examen», bah, il l'aura peut-être jamais parce qu'il y a notre part de responsabilité et ça, il faut l'entendre en fait. Tout n'est pas complètement acquis et voilà et pareil, moi j'en suis arrivée à aller dans l'univers de la thérapie parce qu'à un moment donné, quand je disais à certaines personnes: «Je veux rencontrer quelqu'un, il est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça» et parce que moi j'ai des images, des sensations, des c'est très précis dans ce que je peux capter. Et il y a certaines personnes pour qui c'est arrivé exactement dans les timings, dans la description et puis d'autres non. Et tous les ans: «Ah bah oui Annabelle, vous m'avez parlé ça, mais ça n'arrive pas». Et d'autres personnes m'en ont parlé, mais je ne comprends pas, ça n'arrive pas. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que quand je porte des stigmates de mon enfance, des blessures profondes, eh ben, je ne vais pas attirer finalement dans ma résonance. Ce qui est véritablement bon pour moi sur mon chemin, je vais attirer avec mes blessures parce que c'est la première fréquence qui va résonner. Donc, si je nettoie mes blessures et que je libère ce qui m'empêche, eh ben oui, là, du coup, je vais ouvrir mon champ des possibles pour aller attirer la personne qui va être en résonance avec mon être et non pas avec mes blessures. Donc, il faut comprendre qu'en fait, c'est pas toujours si facile et qu'on attend beaucoup trop parfois du médium qui n'est pas non plus Dieu sur terre. Il faut l'entendre, qui n'a pas toutes les informations parce qu'on ne peut pas toujours avoir toutes les informations non plus et que l'autre a aussi besoin de pas tout avoir par moment pour pouvoir aussi se rencontrer. Voilà et et je me rappelle moi d'ailleurs, on avait toujours dit à ma mère qu'elle serait veuve très jeune. Et en fait, mon papa, quand il a eu 40 ans, il a eu un très, très grave accident, cardiovasculaire avec une opération à cœur ouvert. Il a fait un coma, enfin bref, il devait mourir et la science, 10 ans après, était beaucoup plus avancée et du coup, il s'en est sorti parce qu'il y avait justement les outils qui ont permis qu'il s'en sorte. Mais 10 ans avant, au moment où ça a été fait, il serait parti. Donc voilà, il y a aussi des événements, des éléments, qu'on n'avait peut-être pas complètement prévus qui vont faire que ça peut transformer les choses. Donc tout n'est pas complètement acquis. On a quelque part on a un chemin d'âme qui est écrit, parce que notre âme, elle a fait des contrats. Donc il y a des personnes qu'on va rencontrer, des situations qu'on va vivre, c'est notre contrat. Mais il y a aussi notre libre arbitre. Et il y a plusieurs chemins pour arriver, voilà, à un endroit. On a ce libre arbitre et en tout instant, on a cette capacité d'être le créateur de notre propre vie. Là et de transformer, de transmuter et c'est pour ça que je reste toujours très positive, même si je fais beaucoup de prédictions et souvent c'est pas toujours des prédictions, super agréables à entendre ou très positives parce qu'on traverse en effet un moment excessivement difficile, on peut le dire et que cette année 2025 risque d'être une année pour moi, historique sur ce qu'on va pouvoir, vivre parce qu'on est dans cette année 9, de la fin du cycle, donc on va traverser beaucoup d'événements difficiles. Mais c'est pour une rédemption derrière, c'est pour du positif, c'est pour aller vers autre chose et je pense que rien n'est jamais définitif, qu'on n'a pas, cette science
qui va nous dire oui, déjà en 2030, en 2045. Non, parce que quelque part, tout est possible et qu'on a cette capacité de transformer les choses. Parce qu'on est connecté, on est relié à la Terre, à la planète et qu'on a cette puissance de la création à travers notre pensée, à travers notre verbe, à travers tout ce que nous sommes et que nous sommes tous reliés, en fait, reliés à tous les éléments et à l'univers. Donc, pour moi, on peut pas. Je pense que, et c'est pourtant une médium qui dit ça, hein, et que j'ai des flashs et des choses très précises et que je prévois des choses qui se sont avérées à plusieurs reprises, avec beaucoup de précision, dont le tsunami au Japon 3 mois avant. Mais après, voilà, pour moi, on a la capacité de transformer. Tout peut se transformer. Et quelque part, rien n'est jamais définitif dans la vie. Ça, c'est pas vrai, j'y crois pas. Donc, je reste dans cet espoir, ce côté positif de la vie, en me disant, plus on va mettre de la conscience, plus on va s'éveiller, plus on va être une goutte, plus une goutte, plus une goutte pour créer l'océan, et plus les choses vont pouvoir basculer. Parce que je pense que tout est interconnecté et que on est aussi ses créateurs, faut pas l'oublier. Et c'est ça qu'on a besoin de réhabiliter aujourd'hui. C'est ce pouvoir de créateur que nous sommes. C'est cette puissance de notre propre liberté à l'intérieur. Parce que la liberté n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ce travail, c'est ce chemin que chacun a à faire avec soi, et en particulier chez la femme, qui est pour moi cette initiatrice de l'amour et du cœur et de la paix. Et la femme va jouer, d'ailleurs, dans les années qui vont arriver, un rôle excessivement important. Et moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les femmes parce que je les aide justement à retrouver cette puissance matricielle. C'est-à-dire que la puissance de la femme, c'est pas je tape du poing et je deviens en super yang et je prends le pouvoir. Là, je deviens une castratrice et je coupe toute relation, même avec l'homme. C'est à un moment donné récupérer cette puissance matricielle avec la puissance d'amour du cœur. C'est ça la puissance de la femme. C'est cette femme qui n'attend rien, qui sait qui elle est, qui est juste là dans sa présence, ouverte dans son cœur, capable d'accueillir en fait l'homme aussi dans sa bienveillance. C'est ça la puissance de la femme. Et on va avoir besoin de cette énergie du féminin sacré dans tout ce qui va se mettre en place là dans les années qui arrivent. Donc les femmes ont besoin de se reconnecter, de travailler sur elles, de retrouver cette conscience de la sororité, de cette connexion de cœur. C'est ça qui est important. En tout cas, Annabelle, c'est vraiment porteur d'espoir, d'amour, d'énergie. Et merci, merci beaucoup pour ces partages qui nous emmènent, qui nous font justement, qui nous réveillent. Et on a besoin de ça, on a besoin de ces messages tels que tu les délivres pour justement garder sa puissance, son pouvoir d'action. Et en tant que femme, ne pas être castratrice, ne pas être conquistadoresse, mais être vraiment dans ce féminin que nous pouvons porter et que nous avons toutes à découvrir, qui n'est pas forcément inné comme ça, placé. Et non. On arrive à la fin de notre émission déjà, Annabelle. Et oui, ça passe vite. Ça passe vite. Avant de te donner le mot de la fin, j'affiche la couverture de ton livre. C'est vraiment, si vous avez envie de parcourir l'expérience extraordinaire en fait de tout ce que Annabelle a vécu et qu'elle nous partage avec humilité dans son livre Naître médium aux éditions Animae. Franchement, je vous le conseille ici facilement et on comprend qu'Annabelle a fait tout ce chemin pour exprimer son féminin et pouvoir partager et soutenir le monde aussi là où on en est actuellement. Annabelle, quel message aurais-tu envie de nous donner pour terminer cette émission? Moi, j'ai envie de dire quelque part de ne jamais perdre espoir. Voilà, de oser la vie profondément, de rester dans la confiance de la beauté qui peut nous habiter, parce qu'il y a dans tout être quelque part une part de beauté, puisqu'il y a une partie de nous qui est reliée à cette conscience universelle. Et c'est vraiment, voilà, de vraiment être dans cette conscience qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder tous profondément pour permettre au monde d'évoluer et de grandir quelque part dans quelque chose qui va nous permettre d'aller dans une véritable rédemption, on va dire ça comme ça. Et de conscience. Pour moi, le mot conscience, c'est un mot fondamental. Voilà. Mettre de la conscience à tout instant dans sa vie. Quand on respire, quand on mange, quand on chante, quand on danse, quand on se lave,
Tout doit être conscience. Et quand on est dans la conscience, on redevient ce créateur de la vie, de notre vie. Et c'est ça qui est important, c'est de reprendre ce pouvoir intérieur qui est le nôtre, pour redevenir ces êtres libres, libres de nous-mêmes. Merci, merci 10 000 fois Annabelle pour ce beau moment de partage avec toi. Merci Avec à tous et plaisir. à toutes. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes ce soir ou en replay ultérieurement. Je vous souhaite de passer un bon moment. Annabelle, donc, au plaisir, à une prochaine fois peut-être. Avec plaisir, en tout cas, Patricia. Merci de m'avoir accueillie dans ton émission. Avec plaisir. Et puis, bonne soirée à tous ou bonne journée à tous en fonction du moment où vous verrez l'émission. Ciao, ciao et gros bisous. Prenez soin de vous.